Bonjour Cynthia, bonjour Ingrid, Bon- bonjour. Bonjour, Bonjour Ingrid, bonjour. Comment bonjour à allez-vous? tous. Ça va très bien, merci et vous? Ça va très bien, je vous remercie. Bonjour Jérémy, bonjour Aurélien. Je pense qu'on va laisser quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. En attendant, je vois que certains ont déjà trouvé le chat. Si vous voulez partager dans le chat et qui vous êtes, dans quelles entreprises vous travaillez, n'hésitez pas. Le but, c'est aussi d'avoir un webinaire interactif. Bonjour Meili. En attendant, si vous recevez des Slack de certains de vos collègues qui sont en panique, qui n'arrivent pas à se connecter, voilà quelques tips. Ils peuvent actualiser leur navigateur, ils peuvent utiliser Google Chrome. Donc, n'hésitez pas à leur partager l'information en gardant en tête que le webinaire sera aussi enregistré. Donc, on va envoyer le replay pour ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous. Bonjour Cécile, bonjour Karine. On va laisser encore quelques instants. Bonjour Marjorie. Je vois que les gens commence à arriver. Si on passe sur la partie logistique, le but aujourd'hui, c'est de faire un webinaire interactif également. Donc, vous avez deux éléments à votre disposition. Donc, déjà le chat. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà trouvé le chat. Donc, le but, c'est n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à interagir entre vous. Dans l'audience, il y a des personnes qui ont des parcours qui sont très différents. On a des leaders d'entreprises du CAC, on a des leaders de start-up, des experts RH, change, transformation. Donc, si vous avez même des questions, des suggestions, des idées, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des questions, je pense que c'est assez probable que quelqu'un d'autre dans l'audience aura la réponse, donc n'hésitez pas à échanger. Et après, il y a l'onglet questions sur la droite que vous voyez. Donc là, l'idée, c'est on a gardé un petit temps à la fin du webinaire, on aura une dizaine de minutes. Donc, si vous voulez nous poser des questions donc, à moi et surtout à Cynthiana et à Ingrid, n'hésitez pas. Le but, ça sera de garder un petit peu de temps pour ça à la fin de la rencontre. Mais sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir déjà commencer par se présenter. Avant de vous laisser la main, Cynthiana, aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler transformation, on va parler aussi d'accompagnement au changement et surtout comment les managers peuvent jouer un rôle et comment vous, à votre niveau, vous pouvez aussi leur donner les outils pour pouvoir les accompagner. Donc avec moi, j'ai Cynthiana qui va nous partager un beau projet qu'on a lancé avec Emerson en début d'année et aussi Ingrid qui pourra nous partager son expertise au niveau du coaching à ce niveau-là. Mais Cynthiana, je vais vous laisser la main pour vous présenter et présenter également Emerson. Merci beaucoup Sylvain. Bonjour tout le monde. Et je suis très heureuse et ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc en fait, moi je travaille depuis 16 ans dans la société Emerson, qui est une compagnie multinationale basée aux États-Unis, avec une présence globale. Et depuis peu de temps, j'ai changé un peu le cap en devenant directeur ressources humaines sur un site basé à Roumanie, à Cluj-Napoca. Et j'ai croisé CoachUp parmi une expérience extraordinaire que j'avais eue en France où j'ai remplacé pendant 4 mois notre DRH. Et je suis très enchantée de pouvoir partager avec vous. C'est ce qu'on a réussi à faire ensemble des points de vue de transformation culturelle. Super, parfait. Merci Cynthiana. Je pense que Cynthiana nous en expliquera un petit peu plus par la suite, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a vraiment une bonne vision des différences culturelles sur tous ces sujets de transformation, étant donné qu'elle lead Emerson au niveau RH en Roumanie. Elle a pu travailler aussi en France dans le projet coaching avec CoachHub. Le tout dans une entreprise américaine, donc je pense qu'il y a aussi des sujets qui sont intéressants à aborder de ce point de vue-là. Maintenant sur CoachHub, donc moi je suis donc transformation consultant chez CoachHub. Aujourd'hui, j'ai plus une casquette d'animateur de ce webinaire. Et pour présenter CoachHub en quelques mots, donc évidemment, on est une entreprise de coaching digital. Très concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des programmes de coaching sur mesure, mais qui vont être déployables à grande échelle pour nos clients.
Et tout ça dans le but, ça va être bien évidemment d'impacter leurs employés, mais aussi de transformer leur organisation. Parce qu'évidemment, le coaching, c'est une modalité qui est très impactante pour adopter de nouveaux comportements. Et donc, le but, c'est pour que nos clients ils puissent non seulement accompagner leur VP, leur leader, comme c'était fait beaucoup jusqu'à il y a quelques années, mais de faire ça de façon beaucoup plus démocratisée au sein des organisations, ce qui va permettre après de travailler sur les enjeux que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, on va plus focuser sur les questions d'accompagnement au changement, mais il y a d'autres contextes qui peuvent être intéressants d'aborder via un projet de coaching. Pour y arriver, donc on va se baser sur différents éléments. Bien évidemment, une expertise coaching. On a aussi une plateforme digitale. Et on a également un réseau de 3500 coachs certifiés de très bon niveau, ce qui me permet aussi de vous introduire, de vous passer la main, Ingrid, vous qui êtes une coach historique de Coach Hub. Et même avant, donc je vais vous laisser vous présenter, nous en dire un petit peu plus sur votre parcours. Merci beaucoup, Sylvain. Ravi aussi également d'être là, de partager ce moment-là avec Tiziana. Effectivement, en plus, c'est un sujet de transformation. Donc, dans le coaching, la transformation est au cœur de notre pratique au quotidien. Donc, ça me tient particulièrement à cœur. Quelques mots peut-être sur moi pour mieux me connaître. Donc, je fais effectivement du coaching depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai un parcours, moi, plutôt académique dans les sciences. Puis, j'ai orienté ma carrière sur le management de la qualité avec un MBA. Donc, tout ce qui est notion d'amélioration continue me tient à cœur. Et depuis donc une dizaine d'années, j'accompagne les managers, les individus dans leur posture professionnelle, managériale, dans l'accompagnement justement de tous leurs défis au quotidien. J'ai une appétence, moi, particulière pour tout ce qui va être l'intelligence collective, le groupe, où j'accompagne aussi les groupes dans tout ce qui va être le travailler ensemble. Et la petite touche personnelle que j'ai, c'est aussi une spécialisation en médiation. Parce que justement, dans tout ce qui va être travailler en groupe, amener les gens à faire ensemble, ça crée des tensions, des frustrations. Et savoir amener et poser dans ce contexte-là de la communication ouverte et du feedback constructif, c'est toujours très important. Et on va, je pense, y revenir à travers aussi l'expérience de Sylviana. Très bien, super, parfait. Merci Ingrid. Je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet avec la transformation. Le but ici, c'est pas de faire un cours théorique sur la transformation, mais en tout cas pour nous, c'était important de bien définir de quoi on allait parler, parce que je pense que la transformation, c'est un terme que je suis quasiment certain que vous en entendez très souvent parler au sein de vos entreprises. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup sur LinkedIn, dans les podcasts, dans d'autres webinaires également. Et je pense qu'il peut être un petit peu galvaudé, surtout qu'il y a beaucoup d'entreprises, même de secteurs, qui sont en évolution constante. On parle de transformation permanente. Et c'est pas forcément ce dont on va parler aujourd'hui. Dans la définition que vous voyez à l'écran, je pense qu'il y a deux éléments qui sont intéressants. C'est premièrement cette question de changement fondamental et deuxièmement la question de l'impact économique et social. Je pense que ces deux éléments, ça définit bien le sujet. Et il y a un autre prisme qui est intéressant, c'est aussi de dire qu'il y a une temporalité dans la transformation. Donc, il y a une date de début, il y a une date de fin. Et c'est ce qui fait qu'on se pose la question de OK, comment est-ce qu'on fait pour venir accompagner l'humain pour pouvoir réussir cette transformation. Donc, si on est au début de la transformation, on se pose la question dans 1, 2, 3, 4 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit une réussite? Ou même en plein milieu de la transformation, si on voit qu'on ne part pas dans la bonne direction, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour justement redresser le tir et pouvoir réussir la transformation? On vous a mis des exemples aussi à l'écran. Je pense qu'il y en a certains qui vont vous parler. Peut-être que ça va résonner peut-être avec le contexte que vous vivez actuellement. Donc, typiquement, au niveau des organisations, on va parler de fusion, d'acquisition. Au niveau business, de changement de business model. Les plans aussi de croissance forte, très présents dans les startups. Sur la partie technologique, il y a aussi la partie industrie 4.0. Donc, c'est un gros sujet. C'est la transformation digitale en fait du secteur manufacturier. Il y a peut-être aussi des membres de l'audience qui sont dans l'industrie automobile. Donc, évidemment, il y a l'immobilité. Je pense qu'on le voit tous même dans les actualités, dans les médias. Et après, même au niveau culturel, il y a toute la partie D&I. Je pense que ça, c'est un sujet. Je serais étonné que certains d'entre vous nous disent que c'est pas forcément un sujet de leur côté. Donc voilà, tout ça pour dire que
On parle vraiment de projets de transformation, de changements fondamentaux avec un vrai début, une vraie fin. Ce qui me permet peut-être de vous passer la main, Cynthiana, parce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe chez Emerson, quel est votre contexte et d'où vient aussi la transformation que vous connaissez. Oui, merci Sylvain. Donc en fait, en 2022, nous avons changé notre CEO et avec cela, on a vu un changement stratégique sur trois directions, parmi lesquelles c'était la culture, le portefeuille et l'exécution. Et sur ces trois piliers-là, on devrait un peu changer la façon dont on fait les choses. Et la transformation culturelle, les changements de la culture, c'est la plus difficile, je pense, parce que c'est la plus difficile à mesurer. La culture, c'est pas quelque chose où on met le doigt et on dit, bon, on a des KPI, on peut la mesurer, on augmente de 20% la façon d'être heureuse au travail. Et donc, on s'est dit, afin de rester relevant dans le monde, afin de rester relevant en face de nos compétiteurs, et il faut virer un peu en se focalisant aussi sur l'amplification des voix de nos employés, sur comment augmenter, faire une expérience meilleure au travail de nos employés, comment devenir une culture inspirationnelle, comment motiver et responsabiliser plus nos employés afin que eux, ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes au travail. Et ça, c'est une transformation très, très difficile à mener parce que, comme je vous ai dit, c'est pas du jour au lendemain, on se réveille aujourd'hui, on dit, ah ben tiens, pof, c'est une nouvelle culture maintenant. Mais ça prend du temps, ça prend de la patience et il faut travailler avec les gens, les convaincre eux-mêmes que c'est une meilleure culture, c'est là où il faut aller. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu plus, vous allez voir, sur c'est ce qu'on a fait pour changer un peu les caps. Très bien, merci Cynthiana. Peut-être juste une question aussi pour rebondir. Vous nous avez dit que ça vient d'un nouveau CEO qui est arrivé à la tête d'Emerson. Pourquoi justement il a voulu transformer la culture d'Emerson? Ben, il n'a pas voulu forcément faire un changement brusque. C'est plutôt donc Emerson dans son histoire a eu seulement 4 CEO, donc nous on va sur des longues périodes de temps. Mais il est arrivé à une époque, c'était 2022, le monde avait vécu le Covid, le monde était en train de voir, donc je pense que c'était juste à la veille de la guerre Ukraine-Russie. Le monde change, les employés changent, le contrat social entre les employés et les entreprises change. Et donc, en fait, il faut pas couper tous les liens avec le passé, mais réinventer le passé, réinventer la façon dont nous on fait du business afin de répondre aux, euh, aux contraintes d'aujourd'hui. Très bien, super. Je vous propose d'enchaîner. On a une question justement pour l'audience. Donc le but, c'est que vous utilisiez l'onglet sondage sur la droite de votre écran et que vous partagiez avec nous, avec le reste de l'audience, le type de transformation que vous connaissez actuellement. Donc basé sur la slide précédente. Donc est-ce que c'est une transformation organisationnelle, technologique, culturelle? N'hésitez pas aussi à utiliser le chat si vous voulez nous donner plus de détails. Typiquement, si c'est une transformation organisationnelle, est-ce que vous êtes en pleine fusion, acquisition, ce genre de détails-là. Je pense que ça peut intéresser aussi le reste de l'audience. Je pense qu'on va pouvoir commencer à voir les résultats aussi s'afficher. Donc, en tête organisationnelle, technologique, business, développement durable et ESG. Ah, c'est assez intéressant, hein. C'est pas encore, les votes sont pas terminés, mais j'aurais pensé, typiquement, je sais pas ce que vous en pensez, Ingrid et Cynthiana, mais la question du développement durable et les ESG, je les aurais vus peut-être un petit peu plus haut. Et en même temps, en termes de stratégie, souvent, c'est l'organisation qui est prioritaire, en fait, hein. Donc, ça reflète aussi peut-être aussi les enjeux actuels et l'expérience de Cynthiana avec l'aspect culturel, en fait, hein, avec le reflet que le monde change et
comment l'organisation, justement, la structure même de l'entreprise doit changer avec les mentalités. Tout à fait. Il y a Ajar dans le chat aussi qui nous dit qu'elle a coché plusieurs cases parce que suite à une acquisition, il y a eu plusieurs changements. Et ça, c'est vrai, étant donné que voilà, typiquement une fusion-acquisition, ça peut entraîner aussi un changement culturel. Il y avait une question d'intégration, donc très souvent les transformations peuvent être un petit peu plus complexes que ça. Ça c'est évident. Et si je peux intervenir, en fait, une transformation culturelle touche aussi à une transformation organisationnelle parce qu'il faut changer aussi la façon dont on voit l'organisation, dont on voit le rôle du manager dans l'organisation, le pouvoir qui est donné au milieu. Qui aujourd'hui change un peu. C'est pas, on a arrêté un peu avec la carotte, le bâton. Hein, il faut maintenant responsabiliser les managers du milieu de prendre les décisions. Et ça enchaîne aussi avec une transformation organisationnelle. Et puis aussi la transformation technologique, on change les outils. Il faut toujours discuter avec les employés, pouvoir les soutenir et les rassurer que l'humain va avoir une place dans le monde de demain, dans le monde où on parle beaucoup des outils d'intelligence artificielle. Tout à fait. Je pense que les votes sont figés là, mais effectivement, Net avance pour la transformation organisationnelle. Juste au passage, pour ceux qui sont habitués de venir à nos événements présentiels, si vous voulez être mis en contact typiquement avec des personnes qui ont des contextes similaires aux vôtres, par exemple, je vois quelqu'un dans le chat qui parlait d'acquisition, si vous voulez qu'on mette en contact avec d'autres leaders qui doivent travailler sur ces sujets-là, n'hésitez pas, je pense que ça peut être toujours intéressant aussi pour vous de partager avec vos pairs. Ensuite, si on enchaîne sur la partie humaine, évidemment, nous, c'est ce qui va venir nous intéresser, c'est les challenges en lien avec l'humain dans ce contexte de transformation. Pourquoi? Parce que évidemment, il y a beaucoup de transformations qui vont échouer, justement à cause de la non prise en compte du facteur humain dans la transformation. Ce que vous voyez à l'écran, surtout sur la partie droite, c'est les raisons de l'échec de la transformation. On voit qu'en numéro 1, c'est la résistance au changement. Pas très loin derrière, ça va être aussi le comportement des managers qui sont peut-être pas forcément accompagnés ou adaptés pour justement pouvoir accompagner le changement. Et si on creuse un petit peu plus aussi derrière la résistance au changement, on va avoir différentes causes très liées à l'humain. Ça va être la peur de l'inconnu, la perte de contrôle. Très souvent, ce qu'on entend nous aussi, c'est une incompréhension de la vision aussi de la transformation. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez forts, qui, je pense, sont déjà un petit peu familiers pour vous aussi dans l'audience. Peut-être Ingrid, à ce niveau-là, ce qui serait intéressant, c'est vous abordiez un petit peu le sujet peut-être des conséquences aussi de l'échec de la transformation. Votre point de vue, qu'est-ce que vous entendez aussi en session de coaching? Qu'est-ce que vous dites vos coachés qui vivent justement ces contextes-là? Oui, pour apporter un petit peu d'éclairage sur qu'est-ce qui se passe justement en coaching, et c'est intéressant d'avoir ce retour parce que souvent effectivement c'est une zone aveugle pour les commanditaires sur voilà nos conversations. Effectivement, l'enjeu souvent dans une transformation, il va être est-ce que l'organisation va fonctionner? Il y a un enjeu financier derrière et souvent on sous-estime l'échec en fait sur l'enjeu humain. Les transformations, par exemple, successives, et c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire qu'une transformation va en entraîner une autre, c'est un peu ce que Silvana évoquait. L'organisation va entraîner, par exemple, un changement culturel. Le changement culturel va être poussé par d'autres environnements. Et donc, il y a cet effet un peu cascade, successif. Et lorsqu'il y a un échec dans une transformation, en fait, il y a déjà un effet d'essoufflement. Et donc, l'impact, souvent, il est sur la motivation des collaborateurs. C'est-à-dire que on passe une transformation, on y arrive plus ou moins bien, on n'a pas forcément les résultats, et il y a déjà une autre transformation qui va arriver. Et donc, dans les conversations qu'on a souvent en coaching, ça va être comment je garde mes collaborateurs encore motivés. Ils sont en train de perdre du sens, ils perdent la vision, on n'arrive plus à trouver les bons arguments pour pouvoir les convaincre que c'est la bonne chose à faire. Donc, il y a toute cette partie-là. Et donc, cet essoufflement, dans les pires des cas, ça peut arriver à du burn-out, par exemple, dans des cas de burn-out, suite à plusieurs transformations. Et puis, il y a toute cette partie aussi d'enjeux sur la longueur, de des fois retenir aussi les talents.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes très motivées qui vont être engagées dans une première phase de transformation. Et puis, au fur et à mesure, si, par exemple, la vision et le discours n'est pas aligné, ces talents vont pouvoir s'investir dans le projet et vont aller chercher tout simplement d'autres projets ailleurs. Donc, il peut y avoir cette fuite, cette perte de talent, un turnover qui peut s'exprimer suite à une phase de transformation. Ça, c'est des autres exemples qui sont présents. Et puis, il peut y avoir aussi dans les conséquences de l'échec, en fait, le fait de ne plus y croire à un moment, en fait. Et donc, une perte d'innovation sur la longueur. C'est-à-dire, on a déjà testé, vraiment le fait on a déjà donné de l'énergie, on a vu que ça n'a pas fonctionné, il faut recommencer. Et donc, il y a un peu quelque chose où ça tue un peu dans l'œuf, des fois, ces successions d'échecs, cette notion d'innovation, cet esprit un peu entrepreneurial qu'on pourrait chercher en entreprise aujourd'hui, dans le contexte actuel dans lequel on est. Oui, c'est une sorte aussi de fatigue qui se crée, je pense, à force des changements successifs qui sont constatés dans l'organisation. Sur cette question de conséquences aussi, Cynthiana, est-ce que déjà les conséquences et les risques d'échec de la transformation chez Emerson, est-ce que ça, c'est des choses qui étaient identifiées clairement ou pas du tout? C'était identifié dans la mesure où donc on avait fait une analyse de risque, mais c'était pas mettre exactement le doigt, c'était une mélange à travers ce que évoquait Ingrid, parce que par exemple, une de nos valeurs fondamentales, c'est l'innovation. Et donc, afin de devenir plus innovateur, d'avoir cet esprit d'innovateur, il faut avoir une grosse mindset, c'est une mentalité de croissance. Euh, et comment on peut avoir une mentalité de croissance si on est peureux sur notre avenir, sur demain, si on ne veut pas prendre des risques, si on n'est pas des joueurs, si on est seulement, on subit des choses. Et donc, en fait, il fallait évidemment changer cette mentalité parce que et si on est échoué, c'est-à-dire qu'on échoue sur tous ces plans-là, et à la fin de la journée, c'est une société entière qui échoue parce que toute société du monde, elle est composée à travers de la somme de ces gens. On peut dire c'est ce qu'on veut, mais nous, en tant que société, on est des gens qui travaillent là-bas. Ce sont les gens, leur énergie, leurs idées qui font aboutir la société, qui font augmenter la profitabilité, la rentabilité, l'image de la société dans le monde. Et donc, en fait, si on échoue sur les plans humains, c'est-à-dire que nous, on échoue complètement autant que société. Et c'était ça le risque qu'on courait, le plus grand risque, d'après moi. Et bien sûr, on perdait les gens, on perdait l'engagement des gens, on perdait leur motivation, leur désir d'aller plus loin que leur fiche de fonction. Vous savez très bien ce phénomène de quiet quitting. Je vais au bureau, je fais exactement, c'est ce que c'est marqué dans ma fiche de mission fonction, je vais à la maison et je m'en fous complètement de ce qui se passe. Et alors ça, on ne veut pas ça. Parce que ça fait perdre de l'énergie et de la motivation et de l'esprit positif. Effectivement, on va rester sur ce sujet-là, mais on va demander à l'audience de partager aussi directement dans le chat, justement sur les conséquences de l'échec de la transformation. Donc là, c'est pas un sondage, vous pouvez répondre directement dans le chat. Si vous voulez rebondir sur des éléments qui ont été partagés par Ingrid et Cynthiana, si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à le partager. Mais la question que je voulais vous poser, Cynthiana, c'était plus sur le fait de faire remonter justement ces questions qui sont en fine très liées à l'humain. Comment on fait pour les faire remonter dans la liste des priorités de l'entreprise? Parce que là, effectivement, dans l'audience, on a surtout des profils RH, change, transformation. Donc, par définition, ils sont déjà familiers aussi avec les problématiques qu'on vient aborder. Mais comment on fait pour faire en sorte que justement les autres interlocuteurs, peut-être plus du côté business, prennent ça en compte, en fassent une priorité pour justement pouvoir derrière allouer les bonnes ressources, parce qu'on a vu en numéro 3, la troisième cause de l'échec de la transformation, c'est aussi un manque de ressources. Et in fine, c'est assez simple de penser que les managers sont peut-être pas accompagnés justement suffisamment par manque de ressources. Donc, comment on fait pour justement en faire une priorité? Oui, je dirais que le plus important, c'est que le CEO, le PDG, soit convaincu à 100% et croire que ça, c'est la priorité. Parce que si on reste seulement au niveau de paroles et on ne
n'aboutit pas avec des faits. Vous savez, c'est comme dans le leadership, donc il faut dire vraiment et puis suivre avec des faits, c'est ce qu'on dit, parce que sinon, c'est ce qui s'est passé en fait. Notre CEO, il était fermement convaincu à 100% que c'est la bonne choix. Et à travers toutes nos business reviews, à travers toutes les profit reviews, on avait discuté beaucoup sur l'engagement et sur la transformation qu'on est en train de mener. Notre PDG en France, il était aussi très convaincu par la direction qu'il faut prendre et que c'est comme ça qu'on avait choisi par les priorités, vous savez, dans les stratégies qu'on bâtit pour un an, deux, trois. On va dire c'est ce qu'on fait et on va dire exactement c'est ce qu'on va pas faire parce que comme on a les ressources limitées. Et donc, comme on était convaincu que c'est la bonne direction, on a pris au niveau de la direction les choix de vraiment aller dans dans cette transformation et aussi chiffrer et donner du pouvoir. Donner du pouvoir à cette initiative, en discuter et puis investir de l'argent là-dessus. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas du tout. L'argent et le temps. Parce que moi, je pense aujourd'hui que la plus précieuse ressource qu'on a, c'est le temps. Oui, effectivement, ouais. C'est ce qui permet aussi je vois dans le chat, Roger Yves qui met en avant aussi la mauvaise communication, qui est aussi une forte conséquence de la transformation. Je pense que c'est aussi d'aligner tout le monde en fait derrière un même message. Donc vous avez parlé du DG en France, d'Emerson, du CEO. En fait, c'est toute une hiérarchie aussi qui s'aligne vers une vision commune pour faire en sorte d'embarquer le reste de l'entreprise dans la transformation. Si on poursuit et qu'on rentre plus en détail sur justement les raisons de l'échec sous le prisme de la hiérarchie de l'organisation, Ingrid, je vais vous laisser la main. Je pense qu'encore une fois, c'est intéressant de savoir un petit peu ce que vous entendez en session de coaching sur justement ces personnes-là qui ont des rôles différents au sein de l'organisation. Quels sont leurs challenges, quelles sont leurs inquiétudes vis-à-vis de ces contextes de transformation. Ce qui est intéressant là avec le modèle de Kotter, déjà sur le changement, c'est un professeur d'Harvard qui a mis en œuvre des 8 étapes pour justement amener la transformation. Donc ça peut être une curiosité que vous pouvez avoir d'aller chercher son modèle. Et donc il préconise lui des étapes. Et à travers ces étapes, en fait, nous on va rencontrer dans les sessions de coaching, effectivement, en fonction de la population, pas les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. En général, dans les sessions de coaching avec des cadres et des dirigeants, on va avoir toute cette notion de ma vision. J'ai une vision, si Diana l'a dit, je suis très claire sur vers quoi je veux aller, mais entre moi, je suis claire où je veux aller et comment je le communique à mes collaborateurs, comment je crée autour de moi une task force, un collectif qui va faire que les personnes vont aussi être alignées à cette vision, ça va être tout l'enjeu en session. Donc souvent, il y a des questionnements entre ma vision, est-ce que la stratégie que j'ai décidée est correcte par rapport à ma vision, en fait, comment je communique cette stratégie. Et puis, souvent, il y a aussi de travailler en session de coaching le décalage qu'il peut y avoir entre j'ai une vision très claire, je suis sûre que c'est la bonne direction à prendre, voilà ma stratégie, mais quelle est la réalité opérationnelle, en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Qu'est-ce que je n'ai pas peut-être écouté? Quel est le feedback que je n'écoute pas, hein? Donc, on va explorer aussi les zones de déni par rapport à ça. Et comment, dans ma communication, je fais en sorte à la fois de montrer qu'il y a une forme d'urgence et que je trouve justement des éléments concrets en fait pour que les individus, le collectif s'en rendent compte de l'importance en fait du changement, hein, qui peut être effectivement une perte de compétitivité, voilà, des pratiques vieillissantes, une culture qui n'est plus adaptée à la société, hein, et que concrètement je puisse montrer des choses qui vont donner des arguments aussi pour mes propres directeurs, parce que l'idée et le challenge, si on cascade pour justement les managers plutôt intermédiaires, ça va être ensuite de traduire cette vision. Donc là, en séance de coaching, on a plus, voilà, mon DG veut que je fasse ça, j'ai mon équipe, Ingrid, comment je fais, comment j'accompagne. Et là, on travaille davantage sur des sujets de
accompagner le changement, comprendre la posture du manager en fonction des étapes du changement, en fait. Et le double enjeu de j'ai quand même un business à tourner, en fait. Donc, il y a quand même la performance. J'ai quand même mon équipe qui doit travailler sur des sujets. Et en parallèle, il faut que je traite tous ces sujets de transformation. Donc, on va beaucoup plus travailler avec ces managers sur comment je vais créer justement l'environnement qui va être favorable à cette transformation et que je puisse en même temps, en parallèle, travailler sur mes objectifs. Donc souvent, il y a des sujets aussi de priorité. Qu'est-ce que je dois déprioriser, prendre du recul sur cet aspect-là. Et puis enfin, si on regarde un peu en dessous, on va avoir donc les leaders de proximité, les managers de proximité, qui eux, ça va être différent. Eux vont confronter, voilà, aux collaborateurs. Donc ils vont être confrontés en direct par exemple, un changement de logiciel. Des problèmes de compétences, par exemple. Comment, concrètement, je vais monter en compétence mes collaborateurs? Parce que la vision, j'ai bien compris, mais aujourd'hui, on a ce quotidien, cette réalité là auquel je suis confrontée. Et du coup, ces leaders de proximité vont être confrontés peut-être à la baisse de motivation. C'est eux qui vont être confrontés aux collaborateurs qui râlent, qui n'est pas content, qui ne comprend pas, etc. Donc, on est plus là dans des sessions de coaching, d'amener de la cohésion équipe, d'amener le fait qu'il y a un projet commun, d'amener ces leaders de proximité à remotiver les collaborateurs sur cette vision commune. Donc, il y a vraiment des défis qui sont très différents en fonction des collaborateurs et les questions et les enjeux sont vraiment différentes et elles sont importantes à prendre en compte parce que elles sont interconnectées en fait. Et dans la notion de feedback, j'encourage aussi beaucoup ces managers à remonter en fait à chaque fois pour éviter juste ce décalage qu'il peut y avoir des fois entre la direction qui a cette vision et puis la réalité opérationnelle qui peut être un vécu complètement différent en fait. Tout à fait. Dans ce que vous avez dit aussi, je pense qu'il y a un élément qui résonne beaucoup avec ce qu'on entend, c'est la question des priorités. Parce que là, il y a un gros conflit de priorités parce qu'on se transforme, mais néanmoins, le business avance, les opérations tournent. Donc, de ce qui ressort beaucoup aussi des échanges qu'on a nous de notre côté, c'est au niveau des managers de première ligne. Eux, ils sont un petit peu entre ce marteau et cette enclume de dire, OK, il faut qu'on produise, il faut qu'on avance, néanmoins, il faut changer. Et où mettre le curseur, c'est un petit peu compliqué. Surtout si on a des top leaders qui lead le changement, qui parfois peuvent être un petit peu quasi addicts au changement, à toujours pousser de nouvelles idées. Donc, effectivement, ça, c'est des éléments qui ressortent beaucoup. Ouais, du coup, on va travailler beaucoup sur l'arbitrage, la prise de recul, et puis la notion de résilience aussi, d'aller aborder du sujet de comment je prends du recul par rapport à ça, et d'aller chercher aussi ce qui est intéressant dans la vision de Kotter, c'est deux visions, une vision un peu court-termiste qui est-ce que rapidement je peux montrer à mes collaborateurs qu'il y a des gains à changer, donc des petits quick wins, et puis de rester dans le fond dans cette vision long terme en fait, et de faire la différence eux-mêmes, d'avoir une forme de discernement sur les priorités. Qu'est-ce qui est intéressant là peut-être rapidement et qu'est-ce que je dois garder plus sur le long terme et que je vais co-construire avec mon équipe. Et de votre côté, Cynthiana, est-ce que vous avez peut-être des exemples de challenge, justement, des choses qui sont ressorties de vos équipes sur certains protagonistes, justement, de la transformation, des challenges qui ont été assez criants, que vous avez constatés pendant votre transformation? Ah oui, parce que on va parler un peu de la culture du feedback et du sondage, une enquête de satisfaction employée, parmi laquelle on parlait d'engagement de l'entreprise. C'est ce qu'on avait vu à travers les collaborateurs qui étaient non engagés, qu'on les perdait un peu à travers, ils se retrouvaient plus dans cette nouvelle culture des fois. Aussi, on a vu au niveau de manager cette dichotomie. Là, d'un côté, il faut faire ça, mais aussi il faut obtenir des résultats opérationnels, aussi il faut travailler avec les clients, aussi il faut parler avec les clients, mais aussi il faut parler avec tes équipes. Donc, c'était cette
ces problèmes qu'on a vu ressortir. Et là, j'ai vu aussi dans les commentaires, on avait vu des signes de santé mentale à un moment donné qui suivent une fatigue en termes pas nécessairement liée à la transformation, liée au contexte, à tous les contextes qu'on a vécu, nous ensemble comme une société à travers les dernières années, un contexte assez lourd qui nous a secoué un peu sur nos marques et qui nous a fait réfléchir les réalités différemment. Et, euh, et tout ça, toutes ces problématiques qui s'enchaînent, à un moment donné, on voyait vraiment des problèmes d'engagement à travers nos collaborateurs et à travers nos managers. Et on a un dicton très bon qui dit que la culture qu'on souhaite influencer va changer seulement si toi, en tant que manager, change et si toi, en tant que manager, y crois et influence ton équipe dans ce sens-là. Et si on fait rien là-dessus, alors là, c'est bon que le CEO et les PDG, ils ont une bonne vision. Si on n'arrive pas à la transmettre à travers les managers qui doivent être convaincus aussi, alors les résultats ne seront pas ceux qu'on souhaite. Tout à fait, ouais. C'est vraiment la question de l'engagement aussi qui est centrale. Je vois que c'est beaucoup ressorti aussi sur le chat. Je vous propose d'enchaîner plus sur la partie coaching et surtout sur voilà, comment le coaching va venir pouvoir aider spécifiquement ces protagonistes de la transformation. Je vois que le slide est parti. Ah, les deux de retour. De retour. Là, c'est plus pour vous, Ingrid. Et l'idée, voilà, c'est vraiment ça de se dire par rapport à ce que vous entendez, ces challenges-là qu'on vient d'évoquer, comment est-ce que le coaching va venir pouvoir aider ces personnes-là qui ont in fine un rôle très différent dans ces projets de transformation. Oui, il va y avoir en fait des sujets, par exemple pour un dirigeant, et je trouve que dans l'exemple de Susanna, ce qui est intéressant, c'est le fait que leur CEO aussi s'est fait coacher en fait. Donc il y a une notion d'exemplarité dans le modèle qui est aussi intéressant de aller vraiment passer aussi à travers ce filtre-là et de se mettre dans cette posture-là pour inspirer le reste des collaborateurs. Et du coup, dans l'accompagnement des CEO, souvent il y a cette partie de j'ai aussi des enjeux peut-être avec des actionnaires, avec des personnes avec qui rendre des comptes. Donc il y a aussi un enjeu et un stress qui peut être lié à différents leviers, et c'est intéressant d'aller travailler dans cette prise de recul en fait sur cette vision et de pouvoir formaliser plus concrètement aujourd'hui comment je me positionne, comment je mets en œuvre mon leadership et ma vision dans cette transformation. Donc, on peut travailler tous ces sujets. Souvent aussi, il y a des sujets qui vont être liés dans la transformation. Rapidement, des fois, on peut être confronté à devoir prendre des décisions plus rapides, en fait. Du fait d'une exigence externe, d'une pression, du fait aussi que la durée, vous l'avez parlé de la durée de la transformation. Donc, il y a des enjeux et des peut-être jalons à passer. Et d'être plus au clair en session de coaching, il y a pu y avoir ce travail-là de quel est mon processus de décision, comment je me mets plus au clair sur mes critères par rapport à ma vision et comment je me sécurise aussi moi-même sur justement le choix, les choix que je prends et les décisions que j'ai à prendre. Et puis après, il y a tout un autre enjeu qui est la face cachée du changement, qui est tous les états émotionnels auxquels les managers vont être confrontés, en fait. Ou même les ressources humaines, c'est-à-dire que je vais être confrontée au déni, à la colère, à la négociation, à la frustration. Je vais être confrontée à tout ça. Et donc, l'espace du coaching, c'est un très bon espace pour aller nommer ces choses-là, pour aller réguler la partie stress, émotion, aussi liée à la transformation, et puis de savoir adopter la bonne posture. Donc, aussi travailler la gestion de soi à travers cette transformation.
Donc ça, c'est des éléments importants et qu'on retrouve assez régulièrement dans les sessions de coaching. Effectivement, il y a aussi une notion in fine de bien-être, étant donné que c'est un moment, des projets qui sont pas évidents à mener pour les managers. Et c'est vrai qu'au-delà même de développer de nouvelles compétences, de nouvelles postures de comportement, c'est aussi de dire, voilà, vous avez quelqu'un sur qui vous écoute, qui peut vous appuyer. C'est peut-être quelque chose qu'on mettait pas assez en avant, mais c'est aussi une question, je pense, de reconnaissance de l'entreprise, de dire, OK, on a un challenge face à nous. C'est pas simple, on n'a peut-être pas forcément toutes les réponses actuellement, mais on vous donne quelques moyens, quelques pistes pour que vous puissiez justement trouver un petit peu les outils et les réponses qui vous correspondent à vous. Je pense qu'in fine, c'est pas mal ça également. Et en fait, ce qui est intéressant, Sylvain, qui a nommé, c'est que souvent, les managers vont avoir compris la vision et les questions que je vais avoir en coaching, c'est mais OK, comment j'embarque mon équipe maintenant? J'ai compris comment j'embarque mon équipe. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est comment eux-mêmes déjà ont vécu la transformation et le changement. Donc souvent en coaching, on a aussi, j'ai pour habitude de dire, d'abord comment vous êtes vous par rapport à ça, en fait. Parce que par exemple dans un changement culturel, ça va être de se questionner sur ses valeurs, de savoir à quelle clarté la personne va pouvoir communiquer là-dessus. À combien est-ce que le manager est dans une phase d'adhésion ou pas encore, hein, et donc souvent on a ce travail-là qui est primordial, c'est-à-dire qu'avant d'embarquer vos équipes, comment vous êtes embarqués en fait, hein, donc il y a toute cette phase qui est indispensable et auquel dans cet espace de coaching on peut en toute transparence, en toute humilité déposer ça et se sentir soutenu en fait dans ce processus. Tout à fait. Juste pour terminer là-dessus, brièvement, je pense que Cynthiana, ce qui est intéressant aussi, c'est en lien avec ce qu'on disait au tout départ sur le fait que voilà, les ressources sont aussi limitées pour pouvoir accompagner le facteur humain dans ces transformations. Là, ce qu'on a à l'écran, c'est voilà, différents protagonistes qui ont un rôle à jouer dans ce contexte-là. Comment est-ce que vous avez priorisé vos managers, vos people, comment vous avez priorisé vos accompagnements vis-à-vis de ces protagonistes-là, parce que c'est un fait, on ne peut pas accompagner tout le monde dans une transformation. Ouais. On ne peut pas accompagner tout le monde et on ne peut pas les accompagner tous de la même façon. Parce qu'on travaille, comme vous voyez dans l'exemple de Cotter, on travaille sur des différents échelons d'une différente façon. Par exemple, une des actions qu'on a fait au niveau des cadres supérieurs, c'était de redéfinir la stratégie, mais en la présentant d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, pour que tout le monde soit embarqué, tout le monde comprenne, pour que tout le monde comprenne quel est mon rôle. Quel est mon rôle dans cette stratégie? Donc, on parle des gros mots, mais quel est mon rôle spécifique dans cette stratégie pour que les collaborateurs comprennent, oui, vous êtes des pièces très importantes, donc sans vous, la stratégie ne fonctionnera pas. Et donc, au niveau des cadres, on a pris cette action de réexpliquer, d'établir une stratégie très claire, facile à comprendre. Au niveau des managers, c'est là où on a le plus insisté à travers ces dernières années. C'était au niveau des accompagnements du manager, en les transformant en vecteurs du changement, exactement comme Ingrid évoquait. Parce que c'est difficile, il faut que eux-mêmes ils se comprennent et ensuite ils réussissent à transmettre la vision à leurs équipes. Mais en même temps, nos managers doivent aussi obtenir des résultats. Donc, comment est-ce que je gère tout ça? Comment est-ce que je gère mon intelligence émotionnelle? On a pas beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle avant il y a 3, 4, 5 ans. C'est maintenant qu'on commence à vraiment la mettre en avant et vraiment et en changeant certaines capacités, certaines compétences qu'on cherche dans un manager aujourd'hui et en développant certaines compétences dont on ne parlait pas jusqu'il y a 4-5 ans. Ensuite, au niveau des collaborateurs, beaucoup d'explications et essayons d'être là quand ils ont besoin de nous. Mais le travail de fond qu'on a mené cette année, au moins, c'était au niveau du manager et au niveau des accompagnements des managers. Ok, très bien, super. Merci pour ça, Cynthiana. Je vous propose de terminer sur les 3 étapes clés du changement.
c'est vrai qu'en coaching, on aime bien aussi les micro-learning, les contenus assez courts pour présenter des notions peut-être un petit peu plus complexes. Là-dessus, Ingrid, je vais vous laisser nous partager un petit peu plus d'éléments, justement, sur ces 3 éléments clés qui sont le growth mindset, le feedback et la responsabilisation. Et surtout, pourquoi ces 3 éléments qui sont vraiment importants pour justement le changement et faire en sorte que nos managers deviennent des acteurs du changement. Ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est qu'effectivement, si vous voulez piloter cette transformation, ça va être d'aller identifier vos acteurs de changement naturels, les leaders naturels qui sont déjà dans cet état d'esprit-là. En fait, la différence entre un collaborateur qui va suivre le changement et vraiment un acteur de changement, le collaborateur qui est acteur de changement, il a déjà une appétence, lui, pour le changement. C'est un peu ce que on pourrait appeler les early adopters en marketing. Il va avoir déjà cette appétence de l'innovation et il va surtout avoir un état d'esprit qui va être différent. Donc, c'est ce growth mindset que Sylviana parlait déjà. Donc, cette vision, toujours dans la croissance. Et donc, dans cette vision dans la croissance, ça veut dire de voir plutôt les défis comme des opportunités, par exemple. C'est de se dire que c'est à travers le fait de traverser des échecs, des difficultés, que je vais continuer à apprendre, que je vais continuer à grandir. Donc, en coaching, on peut travailler justement toute cette partie-là de biais cognitif. Est-ce que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, à moitié vide, est-ce que justement je vois les difficultés comme quelque chose d'insurmontable ou au contraire, est-ce que je peux commencer à réfléchir sur mon optimisme naturel? Est-ce que je peux commencer à réfléchir sur mon agilité par rapport à ça? Et donc, un acteur du changement, il va avoir naturellement, en fait, cette capacité, au-delà de suivre, c'est d'embarquer et de motiver, en fait, d'influencer son environnement par son état d'esprit, en fait, par sa vision. C'est ça qu'il va transmettre. Donc, vraiment, ce growth mindset, il est très important et c'est vraiment un des leviers que l'on peut travailler en session parce qu'à partir du moment où l'état d'esprit change, toute la vision du projet peut changer, en fait. Et toute l'influence positive dans l'environnement va changer. Ensuite, il y a toute cette partie de feedback qui est importante et on ne répétera jamais assez, mais la qualité d'un feedback est tellement importante dans le quotidien, quelles que soient les situations. On parle de transformation, mais voilà, c'est toute situation confondue. Tout simplement, dans cette posture assertive de pouvoir nommer clairement lorsqu'il y a un comportement, une attitude, un élément qui ne va pas dans la bonne direction. Et donc, avoir des acteurs de changement qui ont cette capacité de faire du feedback constructif, c'est tout de suite rectifier avant d'arriver dans le mur, en fait. C'est tout de suite pouvoir amener un espace de confiance. Donc, dans ces acteurs de changement, il y a toutes ces questions aussi de sécurité psychologique, en fait, et d'accompagner, du coup, les managers en coaching individuel à comprendre l'importance de cette sécurité psychologique et comment ils peuvent la mettre en œuvre dans un contexte de changement. Et puis, enfin, la responsabilisation. Sylviana en a parlé, dans le chat, je l'ai vu aussi, le fait de prendre pour soi ce sujet de transformation. L'être humain, il est comme ça. Si ça nous appartient, on est plus intéressé. Si ça me concerne pas, je le regarde et je laisse faire. Donc, dans la responsabilisation, il y a le fait d'amener les managers à savoir mieux déléguer un projet, de laisser de l'espace en fait aux collaborateurs à proposer, innover, à pouvoir faire en sorte que chacun s'approprie un morceau du projet à son niveau. Et c'est en s'appropriant ce projet, ce sujet, que on obtient plus facilement de l'adhésion et puis à nouveau de la motivation, de l'encouragement. Et donc tout ça combiné va faire que vous allez être plutôt sur une pente positive du changement et mener vers le succès votre changement. Donc il y a tout un sujet d'aller chercher vraiment cette posture-là de acteur du changement. Très bien, super, merci Ingrid. Juste pour interroger aussi Cynthia sur cette partie de feedback, je pense que ça intéresse aussi l'audience de savoir comment le feedback est présent chez Emerson. Vous avez parlé typiquement tout à l'heure des enquêtes d'engagement, de savoir un petit peu qui donne le feedback, qui le reçoit, qu'est-ce que vous en faites derrière également.
Oui, donc on a une culture du feedback, même encore qui se décline dans des niveaux différents, dans le day-to-day, dans ce qu'on fait au jour du jour, comme Ingrid mentionnait. Mais aussi, on a une enquête qui se décline une fois par an avec des sous-enquêtes qui vont qui suivent, qui est déployé pour tout le monde et où on demande vraiment des questions liées à l'engagement du personnel. Et là, par exemple, on a vu dans l'espace d'un an un changement très positif dans la partie engagement si on avait bien travaillé avec des managers. J'ai vu une question sur certaines pistes, c'est ce qu'on a. Donc, pour nous, c'était très important de bouger nos managers, les personnes qui sont au milieu et qui sont eux-mêmes qui sont les plus proches de leurs équipes et qui doivent au jour du jour apprendre à gérer, à gérer la transformation, mais à gérer aussi leurs équipes. Et comme Ingrid mentionnait, c'est là où on a travaillé le plus. Et c'est là où on avait essayé de changer vers une grosse mindset, vers acceptation des défis, vers comment les accompagner au jour du jour, quels sont les besoins. Et nous, autant qu'RH, on est là avec vous, mais il faut aussi que vous nous dites là où on peut vous aider, là où. euh, c'est vraiment, il y a un an, on avait des questions, on avait des commentaires des collaborateurs qui disaient, j'aimerais mieux que mon manager me regarde comme un être humain au lieu d'un chiffre ou un moyen d'obtenir des résultats. Et donc, là, maintenant, un an plus tard, en suivant des séances de coaching, mais en suivant aussi beaucoup d'accompagnement interne, beaucoup de programmes qu'on a développés en interne, on a vu une réelle différence. Donc, Oui, c'est intéressant. C'est vraiment d'avoir des bons retours du terrain pour voir comment les équipes vivent la transformation pour ensuite mieux accompagner les managers. Je vois qu'on arrive presque à la fin de ce webinaire. Comme je l'avais dit en introduction, on a gardé un petit peu de temps pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à utiliser l'onglet sur votre droite, genre juste à droite du chat. Si vous posez des questions directement donc à Cynthiana, à Ingrid, je vais creuser un petit peu plus le contexte du projet avec Emerson ou alors la partie coaching avec Ingrid. J'ai vu la question de Jérémy, je pense que elle a été déjà pas mal répondue par Cynthiana au niveau de la priorisation des accompagnements. Peut-être une question pour vous, en tout cas que moi j'ai pour vous, Cynthiana, c'est plutôt sur comment est-ce qu'on fait pour boucler la boucle, parce que là on a terminé sur des notions qui, comme le growth mindset, le feedback, qui peuvent peut-être paraître un petit peu abstraites pour les personnes non initiées en dehors du cercle RH, qui néanmoins s'intègrent dans un contexte business. Et comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que voilà, j'agis sur mes managers pour qu'ils développent ces postures-là et faire en sorte de montrer en fait un bon retour sur investissement au reste de l'organisation de vos initiatives RH. oui, vous m'entendez? Ah oui, Oui. ok. Oui, oui. Donc, en fait, comme je disais, une fois par an, donc on a cette enquête, mais il y a les managers doivent créer des plans d'action, doivent s'engager là-dessus. Donc, et nous, donc on mesure d'un fois l'engagement du personnel, mais aussi on regarde au niveau des résultats du business, au niveau des taux de rétention du personnel, au niveau de la motivation, au niveau du bottom line. À la fin de la journée, on souhaite avoir de la profitabilité, on souhaite avoir une bonne ambiance au travail, on souhaite y aller avec optimisme et avec, vous savez, le sentiment, on se réveille le matin, on n'est pas complètement déprimé qu'il faut, qu'il faut aller travailler, on est heureux et puis on se voit, ça on voit à travers les résultats. Euh, et aussi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est le fait, juste récemment, j'ai une reconfirmation, nos pensées, en fait, c'est ce qu'on pense nous, ça influence beaucoup, beaucoup les sentiments et les sentiments influencent les actions. Donc, chaque pensée a une conséquence physique, si vous voulez. Et donc, si nous, on pense positivement sur l'entreprise, si nos managers pensent positivement, si eux, ils réussissent à mener leurs équipes et à avancer,
tous, on voit des actions qui changent la réalité des équipes. Et c'est pas besoin, vous savez, dans cet esprit de transformation culturelle et dans cet esprit d'investissement des managers, c'est pas besoin de faire des actions qui changent le monde. C'est le besoin de changer la réalité immédiate, de l'améliorer. Si moi, comme collaborateur, je vois que mon manager s'investit, s'intéresse de moi, il souhaite pour le mieux, alors moi, je suis beaucoup plus intéressée, beaucoup plus investie parce que je vois que c'est une amélioration. Et donc, ça nous amène dans les principes d'amélioration continue aussi dans Continuous Improvement. Et c'est comme ça qu'au jour de jour, au fil des ans, on évolue et puis on est dans on va grandir ensemble. Très bien, merci Cynthia. Peut-être juste une dernière question avant de conclure ce webinaire. Jérémy qui nous dit que quand on parle de transformation, effectivement, c'est très souvent qu'on pense cabinet de conseil, donc les gros cabinets que tout le monde connaît, Accenture, EY. Justement, comment l'idée du coaching, elle a émergé de votre côté pour pouvoir accompagner vos équipes Ben, c'était avant que j'arrive en France en fait. Mais comme j'ai repris le projet, j'avais bien compris qu'il y avait des débats et des discussions, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire afin de soutenir. Et puis on a des experts en learning and development. On a aussi une direction qui est très ouverte et qui on essaye de voir qu'est-ce que fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de l'aide extérieure. Et dans en suivant des discussions, c'est comme ça que l'idée des coaching est arrivée, en s'appuyant sur qu'est-ce qu'on peut faire des longues tenues, parce que bon, quand on va dans une formation, c'est une journée, maximum 2, 3 journées, mais ensuite, ça, on se perd les formations. Donc, si on ne répète pas le cycle d'apprentissement, ça, des fois, on perd. Mais le coaching, c'est une formation longue durée où on travaille avec soi. C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose c'est un peu comme une transformation culturelle intime qui ne va pas dans 2 semaines, mais qui travaille dans la durée et qui amène des résultats dans la durée. Très bien, super. Merci Cynthiana. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par la suite. On vous enverra aussi un email avec le replay et aussi avec une enquête. Il y a Aurélien aussi qui va vous pousser une enquête tout de suite parce que le feedback, c'est aussi important pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, les choses qui vous ont intéressé, les choses qui auraient pu être améliorées, et surtout s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça pourra aussi nous aider par la suite pour organiser d'autres webinaires sur des sujets qui peuvent être différents. Également pour aller plus loin, ce que vous voyez à l'écran, donc là on a une nouvelle solution qui vient d'être lancée début septembre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux. Donc c'est Coach Up Feedback. En quelques mots, c'est une solution type 180-360 qui justement va vous permettre à vos coachés d'aller chercher du feedback et surtout de mieux mesurer l'impact de vos initiatives 360 et coaching. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo, ça présente l'approche assez bien. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Cynthiana. Merci Cynthiana, merci Ingrid. Merci aussi à l'audience, merci de votre participation. C'était un très bel échange et on a hâte d'organiser une nouvelle session très prochainement. Hein. Merci beaucoup, Sylvain. On va citer un peu Saint-Exupéry pour finir. Hein. L'homme se mesure quand il est face à l'obstacle. Donc, le défi de la transformation, il est là. Il y a plein de surprises pour l'organisation et les hommes lorsqu'ils sont face à ces défis. Très bien, super. Merci Ingrid, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.